Bonsoir Gérard, partagez le temps que je rentre mon adresse dans le GPS et ensuite je prends la route. Alors, GPS. Bien, mes chers amis, bonsoir à vous. On va essayer de faire rapidement, peu importe le nombre de personnes qu'il y a là. Ce soir, ce n'est pas une fessée comme d'habitude. C'est qu'on va s'amuser. On va s'amuser à creuser une question. Ce post m'a été inspiré par un Camerounais, un compatriote comme vous, qui est tombé sur un post. Et il souhaitait en fait bénéficier d'un éclairage. Voilà, c'était un post, il ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dire et il souhaitait avoir un éclairage dessus. Du coup, je me suis dit que je pouvais faire une analyse en fait du post en question. Et donc aller plus loin, parce que vous savez que moi j'ai toujours cette habitude là, c'est que moi je préfère creuser une question, parce que si nous n'avançons pas en Afrique, c'est parce que nous pensons que tout est simple. Voilà, on pense pouvoir répondre de façon simple à une question évidemment complexe. On pense pouvoir apporter des réponses simples à des questions très complexes. Qu'est-ce que j'ai vu ça? Il m'a envoyé ça le matin. Voilà. Donc, le post est inspiré, donc, comme je vous ai dit tantôt, d'un jeune compatriote qui souhaitait me poser une question suite à un post qu'il a vu. Ce post, c'est un post du pasteur Kennedy Ejacha. Pasteur Kennedy Ejacha, pour lequel j'ai un certain respect, bien que nous soyons opposés sur le plan politique. J'ai un certain respect vis-à-vis de ce pasteur. Il a fait une publication où il disait: par principe, je ne défendrai pas Obiang avec ses 40 ans, pourtant je combats les 37 ans de Biya. Et il a conclu en disant le guide. Voilà. Il suffit de se rendre sur ce post pour regarder les arguments des talibans pour constater qu'ils ne sont vraiment pas à la hauteur. Ils ne sont vraiment pas à la hauteur du digne homme qu'est ce professeur Maurice Kamto. Ils ne savent pas le défendre en fait. Ils sont toujours dans l'émotion, dans la méchanceté et dans l'accusation à deux balles. Je me suis dit quand même que beaucoup de personnes dans notre espace politique au Cameroun, quel que soit l'âge qu'ils ont, quelle que soit l'expérience qui est la leur, je pense qu'ils ont une méconnaissance de beaucoup de concepts et de beaucoup de principes qui les amènent parfois à faire des confusions. Et donc ce poste de Kennedy Ejacha justement soulève deux choses.
à savoir c'est quoi le métier du politique, c'est quoi le métier de l'avocat, est-ce que les deux sont compatibles? Voilà, c'est ça la question d'ailleurs. Et il y a une personne qui appartient à ça qui s'appelle Joël Didier Ngo. Donc, vous savez que les Camerounais, ils sont toujours que, dès lors que vous partagez la même chose que lui, c'est-à-dire le même point de vue que le leur, ils se mettent à partager bêtement vos publications, comme si vous aviez dit quelque chose d'intéressant. Je pense que le poste de pasteur Kennedy Ejacha n'est pas son poste pour lequel il a été le plus inspiré. Donc c'est un poste, franchement, il faudrait que quand on est adulte, on évite de balancer ce genre de trucs. Parce qu'on a des jeunes qui vont encore à l'école. On a des enfants. Il ne faudrait pas que par partisanisme politique, on se met à bafouer, on se met à bafouer des choses qui sont d'une telle complexité. Je rappelle que quel que soit le bord politique qui est le nôtre ou le vôtre, nous avons beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont à la fleur de l'âge et qui se cherchent. Certains vont à l'école, certains préparent des concours, voire parfois des concours internationaux. Il faut faire très attention avec des postures aussi alambiquées, si j'ai envie de dire. C'est vraiment des postures qui ne sont pas dignes du débat que nous voulons. Je vous ai dit, je combats beaucoup de gens de mon camp parce qu'ils ont rabaissé le niveau de la proposition politique qui était attendue de nous. Donc, il faut faire très, très attention. Je rappelle encore que parce qu'on veut défendre Paul Biya ou parce qu'on veut défendre Maurice Kamto, on ne doit pas rabaisser le niveau de ces concepts-là. Nous devrons faire très attention avec ça. Il convient dans cette question de savoir ce que c'est qu'un avocat et qu'est-ce qu'on attend d'un avocat. Il convient de savoir ce que c'est qu'un politique et qu'est-ce qu'on appelle un politique. Il ne faut pas mélanger les deux. Quand quelqu'un me dit, par principe, je ne défendrai pas Obiang avec ses 40 ans, pourtant je combats les 37 ans de Biya, le guide. Kennedy, tu vis aux États-Unis. Tu vis aux États-Unis. Ce genre de publication m'aurait fait bondir de mon fauteuil et faire casser mon téléphone dans d'autres circonstances. J'ai beaucoup de respect pour toi, donc je vais être bien plus respectueux pour toi, pour te dire que cette publication n'est pas digne de toi. Et le fait que tu signes à la fin par le guide est un danger. C'est-à-dire que si c'est ce genre de proposition que les gens s'appellent guide, si les gens qui s'appellent guide au Cameroun pondent de ce genre de poste, c'est hyper inquiétant pour le niveau d'éducation. Vous ne pouvez pas décrier le niveau d'éducation au Cameroun. Vous ne pouvez pas décrier la qualité d'éducation au Cameroun et pondre ce genre de publication. Je rappelle que pour faire ce type, pour décrypter une publication pareille, point n'est besoin d'être soit partisan de Paul Biya, soit partisan de Maurice Kamto. Il ne s'agit en aucun cas de cela. Et si des gens sont venus dans cette publication par rapport à ça, je leur prie de se barrer tout de suite. Il ne s'agit en aucun cas de je suis pro-Kamto ou je suis pro-Biya. Il s'agit ici de la fonction de l'avocat et de la nature même du politique. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que le métier d'avocat est compatible avec le métier de politique? Ça, c'est la question, en fait, qui convient de se poser. C'est-à-dire que le poste en question, le poste de Kennedy Ejacha soulève cette question. On va quand même lire pour le fun le poste de Joël Didier Ngo qui dit « Pris chez l'ami virtuel Kennedy Ejacha, cette interpellation de bon sens. » Ben voilà, il appelle ça interpellation de bon sens. Voilà, quand en général au Cameroun, il est de coutume de dire que quand vous êtes dans le trou, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est-à-dire que si tu dis une bêtise, tu ne peux pas compter sur ton ami pour essayer d'élever le débat et te rappeler les limites de ce que tu as dit. Donc il appelle ça interpellation de bon sens. Qui peut prêter à la polémique, mais traverse pourtant bien des esprits. Oui, c'est une interpellation qui devrait traverser pourtant bien des esprits, mais certainement pas dans le sens que tu as pris, Joël Didier Ngo. En effet, bien qu'il soit impossible de remettre en cause la liberté de choix de clients dont jouit un brillant juriste, machin bidule, donc il rappelle carrément qu'il y a des choses qui ne doivent pas mélanger. Mais alors même qu'il n'est plus seulement avocat, qu'est-ce qu'il dit? En effet, bien qu'il soit impossible de remettre en cause la liberté de choix des clients dont jouit un aussi brillant juriste et avocat international comme Maurice Kamto, ce dernier peut-il encore continuer à défendre tout type de clients? Voilà. Quand vous voulez
faire ce type de questionnement, vous devez rappeler déjà ce qui est attendu d'un avocat, ce qui est attendu d'un politique. Et pourquoi vous pensez que Maurice Kamto, en tant qu'avocat ou en tant que politicien, ne peut plus être avocat de Biangema? C'est important d'éclairer ceux qui ne s'y connaissent pas en droit. C'est-à-dire que quand vous faites des publications comme ça, dites-vous qu'il y a des gens qui ne sont pas juristes qui vous regardent. Il y a des gens qui ne sont pas juristes qui vous regardent. Il y a des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la politique. Même pas ce qu'on appelle la politique. Vous dites tous les jours politique, politique, politique. Vous ne savez même pas ce que c'est que la politique. Et c'est la raison pour laquelle on confond tout dans ce pays. Donc quand vous faites ce genre de publication, il est important de rappeler, de garder en mémoire ou de garder en tête que ceux qui vous lisent ne sont pas forcément des as ne sont pas forcément des as de la science politique et il faut pouvoir les éclairer. Donc si tu penses que Maurice Kamto ne peut pas continuer à défendre Obiang-Nguema parce qu'il est candidat au Cameroun, tu dois expliquer au regard du métier de l'avocat quel article de déontologie l'interdit de le faire. Je rappelle ici en fait que si on veut... Alors attendez, parce que moi j'ai toujours le poste devant moi. Il faut se rappeler de ce qu'est l'obligation d'un avocat. Qu'est-ce que c'est qu'un avocat d'abord? L'avocat, c'est une personne qui est chargée de vous défendre et de vous représenter dans le cadre d'une procédure. Et donc, ça peut être dans le cadre ou avant, après. Un avocat, c'est ça. C'est-à-dire qu'un avocat, c'est une personne dont sa profession est de vous défendre pendant et après une procédure judiciaire. C'est important de rappeler. Il a également un rôle de conseil et d'intermédiaire. Il a également un rôle de conseil et d'intermédiaire pour certaines opérations qui peuvent être immobilières, financières ou je ne sais pas de quoi. L'avocat doit se montrer fidèle à son serment qui est exercé avec dignité, conscience, indépendance, honnêteté et humanité. C'est le serment de l'avocat. Donc, ces valeurs-là se rassemblent dans un mot qu'on appelle la probité. Je rappelle encore que l'avocat doit exercer son métier avec dignité, conscience, indépendance. Ça veut dire que même si vous êtes homophobe en tant qu'avocat et que vous devez défendre les droits de l'homosexuel, vous devez le faire correctement. Il ne s'agit pas de ton point de vue, il ne s'agit pas de tes convictions. Quand on est avocat, on n'est pas là pour défendre des convictions. On est là pour défendre un client. Peu importe, même si la défense de ce client nous amène à aller à l'encontre de nos convictions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Vous avez des avocats en France qui sont du Front National, qui vont faire une réunion du Front National, dont le thème serait de dire que nous ne voulons plus les sans-papiers en France. Et le soir, il va aller dans un prétoire plaider pour défendre un sans-papier parce que celui-ci, c'est son client. Il faut être capable de dissocier les deux. Donc, il faut bien comprendre cela. Pour pouvoir dire que Maurice Kamto ne peut plus défendre Obiang-Nguema, il faut rappeler ce que c'est qu'un avocat et ce que c'est qu'un politique. C'est pour ça, la vraie question donc derrière, c'est est-ce que le métier d'avocat est compatible avec un engagement politique? Un avocat, par exemple, quelles sont les contraintes d'un avocat? Un avocat est tenu au secret professionnel. Comme je viens de le rappeler, il doit exercer son métier avec dignité, loyauté, indépendance et honnêteté. Quand on dit indépendance, ça veut dire qu'il ne doit subir aucune pression ou aucune action de l'extérieur. Que la seule chose qui doit dicter son travail, c'est la recherche, c'est la défense de son client. C'est le moteur de son travail. La défense de son client dans l'honnêteté, bien sûr. L'avocat n'a pas le droit de mentir pour défendre un client. Il n'a pas le droit de mentir. Il n'a pas le droit de faire un faux pour défendre un client. Il n'a pas le droit d'utiliser un faux pour défendre un client. C'est les contraintes d'un avocat. Il doit donc... L'avocat, par exemple, ne peut représenter plusieurs parties dont les intérêts sont divergents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas défendre Nestlé le matin et le soir aller défendre un client contre Nestlé. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas être avocat de Nestlé dans le cadre d'une fusion ou je ne sais trop quoi et le soir être un avocat qui attaque Nestlé par exemple pour salaire impayé. Vous ne pouvez pas. Donc vous ne pouvez pas représenter deux parties dont les intérêts divergent. Ça, c'est les limites par exemple du meilleur. Par ailleurs, un avocat... j'ai l'impression que vous ne partagez pas parce que ce n'est pas la fessée. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas la fessée que vous refusez de partager. Qu'est-ce qui se passe là? Vous ne partagez pas là, les gars.
Pourquoi vous ne partagez pas? Vous êtes 55, je vous laisse quelques secondes pour repartager. Parce que il faut, vous voyez, c'est toujours ça vos problèmes. Vous êtes toujours dans vous êtes toujours dans la confusion de tout. Quand on veut vous expliquer simplement, on ne vous voit pas en fait. On ne vous voit pas. Vous venez là, tout à l'heure il y avait 100 personnes. Comme ce n'est pas la castagne et que je ne suis pas en train de fumer quelqu'un, bah, vous êtes reparti. Voilà. C'est ça votre pays. Hein. C'est ça le Cameroun en fait. C'est ça le Cameroun. Alors, je vous laisse partager quelques secondes. Donc je rappelle en fait ici qu'un avocat, ne peut accepter une nouvelle affaire si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé. C'est-à-dire que l'avocat est tellement tenu au secret professionnel que c'est pour ça que c'est l'un des socles de l'engagement d'un avocat, c'est le secret professionnel. C'est ce qui fait par exemple qu'il ne peut pas représenter plusieurs parties dont les intérêts divergent. Voilà. Quand les intérêts deviennent divergents, ça veut dire qu'il y a un risque que le secret professionnel soit violé. Et donc, il ne doit pas accepter ces affaires-là. C'est hyper important. Et un avocat ne peut, par exemple, discuter avec une partie adverse que si le client lui donne son accord. C'est-à-dire que l'avocat n'a pas le droit de contacter l'avocat de la partie adverse sans l'autorisation du client. Par exemple, moi, j'ai une affaire de prud'homme en cours actuellement en France, quelqu'un qui m'a licencié en 2018 de façon abusive. Il y a des négociations qui sont en cours, il a fait des propositions. Voilà, donc mon avocat, avant d'envoyer une proposition à la partie adverse, me soumet la proposition que je valide. Quand il reçoit la contre-proposition de la partie adverse, il soumet à mon approbation avant de lui répondre. Donc mon avocat ne prend en aucun cas contact avec la partie adverse sans mon avis. Sans mon avis, voilà. Donc, c'est autant de choses. L'avocat te doit loyauté. Un avocat doit loyauté à son client. Et l'avocat, donc, naturellement, est tenu de défendre au mieux les intérêts de son client. C'est-à-dire que l'avocat est tenu de défendre au mieux, au maximum possible, les intérêts de son client. Voilà. C'est important de le rappeler ici. Quand on regarde maintenant, si on veut... Si on veut maintenant aller en profondeur, si on veut vraiment aller en profondeur de ce qu'est le métier de l'avocat, de ce qu'est le métier politique, vous remarquez que le métier de l'avocat peut se résumer par le fait que c'est une personne qui défend des intérêts privés. Un avocat en général défend les intérêts privés, défend les intérêts d'une personne. Alors que la politique, en fait, c'est l'organisation et la gestion de la société. Ce qui veut dire qu'un politique est là pour représenter les intérêts de la société, donc c'est-à-dire les intérêts généraux. Un politicien, par définition, défend les intérêts généraux et un avocat défend des intérêts privés. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine dichotomie entre la représentation, entre le fait d'un côté de défendre les intérêts privés et le fait de défendre les intérêts généraux. Mais il faut savoir aussi que parfois cette explication, cette réduction du métier du politique qui consiste à dire qu'il défend les intérêts généraux, n'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vrai. Vous savez, aux États-Unis, il y a des lobbies, par exemple, où des gens qui sont chargés d'influencer les sénateurs pour que ceux-ci défendent, des gens qui sont là pour influencer les sénateurs, pour que dans le cadre du vote d'une loi, ils votent à l'avantage. Par exemple, le lobby de la NRA, il y a un collectif de gens, qui sont toujours là pour défendre, pour s'assurer que le droit du port d'armes soit toujours autorisé aux États-Unis. C'est un fait. Donc oui, le politicien est là par définition pour défendre les intérêts généraux, mais est-ce que c'est toujours vrai, les gars? C'est pas toujours vrai. Donc, comme je dis, l'avocat est contraint au strict secret concernant toutes les informations. Il y a du monde quand même sur la route, hein, putain. Donc oui, c'est sûr qu'à première vue, la défense de l'intérêt général et de l'intérêt privé peut se heurter. On peut avoir l'impression que les deux ne sont pas compatibles. Mais si vous regardez, qu'est-ce qu'on attend d'un homme politique? Probité, indépendance, loyauté. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Il y a quand même beaucoup de points communs entre le métier d'avocat et le métier politique. C'est pour ça qu'en France, vous avez beaucoup de députés qui sont des anciens avocats ou beaucoup d'avocats qui sont des anciens députés. Aux États-Unis, c'est pareil. Vous avez beaucoup d'avocats. Vous avez beaucoup d'avocats qui sont des très grands politiciens. Obama était un avocat. Donc, il y a une parfaite compatibilité entre le métier avocat et le métier de politique. Et une fois que le métier d'avocat est compatible avec le métier de politique, on ne peut donc pas utiliser le fait que
un avocat ait eu un certain type de client pour le décrédibiliser. C'est absurde. C'est absurde d'utiliser le fait qu'un avocat a eu un certain type de client pour essayer de le décrédibiliser. Ça n'a aucun sens, ça ne tient pas la route. Le rôle d'un avocat, comme je vous ai dit, c'est de défendre un client. Ce n'est pas la conviction. Maurice Kamto peut parfaitement, dans une autre vie, défendre Paul Biya. Admettons qu'il y a un coup d'État au Cameroun et que Cabral Libye prenne le pouvoir et décide de poursuivre Paul Biya pour ses 40 ans au pouvoir au Cameroun. Il décide de poursuivre Paul Biya pour ça. Et Paul Biya peut très bien prendre Maurice Kamto comme avocat. Et Maurice Kamto peut très bien défendre Paul Biya comme avocat tout en le combattant sur le plan politique. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. C'est-à-dire que le rôle d'un avocat, c'est de s'assurer que la justice soit faite. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto défend Paul Biya que ça veut dire que Paul Biya a raison. Paul Biya a droit à une représentation judiciaire dans le cadre d'une procédure le concernant. Paul Biya a ce droit-là. Et Maurice Kamto, qui est avocat, il est là pour ça. La seule chose qui peut l'empêcher de défendre Paul Biya, c'est si d'un côté, il défend une personne qui s'attaque à Paul Biya aussi. Par exemple, si vous défendez un client, je ne sais pas si Paul Biya est l'avocat de Cabral Libye dans la vraie vie. Si Paul Biya est l'avocat de Cabral Libye, président de la République du Cameroun, et que Cabral Libye attaque Paul Biya en justice, oui, Maurice Kamto ne peut pas défendre Paul Biya. Je vous dis, la seule chose qui peut empêcher Maurice Kamto de défendre un client, c'est s'il représente déjà un autre client dont les intérêts peuvent être divergents. Parce que là, il y a risque de secret. Imaginez, vous défendez un client et vous avez une autre affaire d'une personne qui est contre le client que vous défendez. Ben, vous avez beaucoup d'informations par rapport à votre client qui vous permettent de le fragiliser dans le cadre de cette autre affaire. Donc, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas défendre, vous ne pouvez pas avoir dans vos dossiers des clients dont les intérêts divergent. Ce n'est pas possible. Est-ce que Maurice Kamto, dans le cadre de son activité d'avocat, s'est rendu coupable d'une telle chose? Non. Est-ce que le fait qu'il défende Obiang Nguema l'empêche, lui, d'attaquer Paul Biya sur le plan politique en France? Non. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il s'agit là de confondre. Vous confondez justice et politique, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Donc oui, Maurice Kamto peut bien combattre. Et d'ailleurs même, Maurice Kamto aurait bien pu être guinéen et combattre politiquement Obiang Nguema sur le plan politique et de dire, vous êtes un vieux, vous devez dégager. Voilà, vous n'avez plus rien à faire là, vous avez fait 40 ans, vous avez échoué, barrez-vous. Mais défendre Obiang Nguema sur le plan judiciaire vis-à-vis de la France pour cette procédure de bien mal acquis, ça n'a rien à voir. L'avocat n'est pas là pour parler de ses convictions, l'avocat est là pour défendre un client au regard du dossier qui lui est présenté et surtout en s'assurant que ça ne représente pas, que la représentation de ce client ne soit pas en conflit avec un autre client qui représente déjà. Voilà. Mon ancienne entreprise, je l'attaque actuellement au prud'homme. Voilà. Donc j'ai un avocat qui le poursuit. Demain, mon avocat ne peut pas accepter une affaire, ne peut pas actuellement accepter une autre affaire où il défend ce client-là. C'est mon ancienne entreprise. Vous savez, je veux dire, mon avocat actuel attaque mon ancienne entreprise pour licenciement abusif. Voilà. Par contre, il ne peut donc pas accepter une affaire de cet avocat, de cette entreprise-là. Il ne peut pas représenter cette entreprise-là dans le cadre d'une procédure. C'est impossible. Il ne peut pas l'accepter. C'est-à-dire que si demain, cette entreprise vient le voir pour dire, écoutez, je suis attaqué par, je ne sais pas moi, un certain monsieur Bitru pour licenciement abusif. Est-ce que vous pouvez me représenter? Là, on se retrouve à mon avocat qui, d'un côté, me représente moi contre mon ancienne entreprise pour licenciement abusif et qui, d'un autre côté, défend mon entreprise pour licenciement justifié face à un autre client. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est les deux choses qui sont dans la limitation de l'avocat. Mais sinon, l'avocat n'est pas là pour faire valoir ses convictions. Ça voudrait dire donc que comme la Bible interdit de tuer, un avocat qui défend un tueur ne peut plus être chrétien. Ça n'a pas de sens. La Bible interdit de tuer. Donc ça veut donc dire que tous les avocats qui défendent des tueurs ne sont plus des chrétiens. Non les gars, il faut arrêter de fumer les mecs. Non, l'avocat n'est pas là pour ses convictions. Je vous dis, un avocat raciste. Un avocat peut être du Front National le matin à une réunion, il dit « Nous ne voulons plus de sans-papiers en France ». Et le soir, il est au tribunal pour plaider pour qu'on régularise un sans-papier.
Ce n'est pas incompatible. Il est là pour défendre un client. Et vous défendez un client au regard de ses exigences. Le client veut que vous le dites que le client veut les papiers. Il vient te voir. Défends-moi. Toi, tu dois défendre le client. Tu défends le client au regard de ce qu'il veut. Il veut les papiers. Tu dois attaquer les institutions pour qu'on lui donne des papiers. Même si pour toi, en tant qu'être humain, tu estimes qu'il doit rentrer chez lui. Tu estimes qu'il doit rentrer chez lui. Il n'a rien à faire en France. Ce n'est pas le lieu pour dire ça. Ce n'est pas ce qu'on te demande. On te demande de défendre les droits de ce sans-papier. Ça veut dire que tu dois aller dans le code pénal, chercher tous les articles qui le permettent, lui, d'exiger cela de l'État français. C'est ce qu'on te demande. On ne te demande pas ton avis de savoir est-ce que tu es pour les sans-papiers ou pas. C'est pour ça que même si tu es homophobe, c'est-à-dire que tu es contre l'homosexualité, un homosexuel vient te voir pour que tu défendes ses droits. Ton travail, c'est de défendre ses droits au regard de la loi. Voilà, au regard de la loi morale et de la loi des hommes. C'est ton travail. On ne t'a pas demandé est-ce que tu es pour l'homosexualité, est-ce que tu es pour que deux hommes couchent ensemble. Ce n'est pas ce qu'on te demande. On te demande de défendre ce client, point. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as défendu un homosexuel que demain tu n'as pas le droit en tant que politique de dire que tu es contre l'homosexualité. Tu as parfaitement le droit d'être contre l'homosexualité. Mais tu es avocat, cher ami. Un avocat qui défend un tueur ne dit pas qu'il est pour qu'on tue. Un avocat qui défend un homme qui a frappé sa femme et elle est morte. Il y a un homme dernièrement qui a tué sa femme. Ben, cet homme judiciairement représenté par un avocat, est-ce qu'il a déjà avoué? Les preuves sont là, c'est un fait, c'est lui qui a tué sa femme. Est-ce que parce qu'un avocat défend un homme qui a tué sa femme, ça veut dire qu'il est pour qu'on tue les femmes? Non. Il s'assure que les droits de son client soient respectés. Ce n'est pas parce qu'il a tué qu'il n'a plus de droits. Il a des droits. Et le rôle de l'avocat, c'est de s'assurer que ses droits sont préservés, c'est tout. C'est ça, c'est ce que fait un avocat. C'est le rôle d'un avocat. Ce n'est pas de donner son avis politique. Donc oui, un avocat peut défendre quelqu'un qui a tapé une femme. Et la femme est morte. Et puis le soir, à une chaîne télé en tant qu'homme politique, dire qu'il est contre les violences conjugales et qu'il faudrait que la loi soit plus durcie dans ces cas-là. C'est deux positions totalement différentes. C'est deux positions totalement différentes. Donc il ne faut pas confondre les choses. Donc oui, Maurice Kamto, ce n'est pas incompatible. Il peut bien défendre Obiang Nguema et venir combattre Paul Biya en France. Ce n'est pas incompatible. Et quand vous vous faites appeler le guide, et que vous avez ce type de... ne venez pas avec ce type ne venez pas avec ce type de poste parce que c'est des postes abrutissants. C'est des postes abrutissants. Il faut savoir que... Attendez, je relis encore le poste pour voir... Voilà, bon bref. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, c'était un éclairage. Comme je l'ai dit, il y a un jeune qui m'a posé la question, sans même vouloir rentrer dans l'affaire où il défend Obiang Nguema, je ne sais trop quoi. Je rappelle que quand vous êtes avocat, vous plaidez. On a vu récemment un certain genre de Diomomo à une chaîne télé dire que si un avocat connaît que son client est coupable, il doit venir trahir parce que avocat égale auxiliaire de justice. Je dis aussi à Jean de Diomomo que tu as été avocat pendant très longtemps avant de devenir ministre. Tu sais ce que c'est qu'un avocat. Ce n'est pas moi, Serge Anango, qui vais t'apprendre ce que c'est qu'un avocat. Attention, parce que tu veux être tellement loyal envers un homme, de galvauder et de prostituer une profession. Ce n'est pas le rôle d'un avocat d'aller dire à la justice, d'aller trahir son client à la justice. Le secret judiciaire est important et l'avocat est tenu au secret judiciaire. Je vous dis, c'est parce que l'avocat est tenu au secret judiciaire qu'il ne peut pas défendre des parties aux intérêts contradictoires. Quand il y a conflit d'intérêts, l'avocat doit se retirer. Donc, quand on a... Donc j'étais en train de dire que Jean de Diomomo, il faut qu'il se rappelle qu'il a envoyé sa fille à l'ENAM. Sa fille va là à l'ENAM faire du droit. Il ne faudrait pas donc que quand sa fille fasse le droit à l'ENAM, elle lise des choses qui sont contraires à ce que son papa dit dans les chaînes télé. C'est très dangereux. Un avocat n'est pas tenu d'aller dire à la justice ce que son client lui a dit. L'avocat plaide
défense d'un client en fonction de ce qu'il y a dans le dossier. Ça veut donc dire que si le juge d'instruction, après avoir bouclé son enquête, a comme déclaration de mon client que celui-ci est innocent, il nie avoir commis les crimes, même si par après le client en question vient me dire à moi que bon, écoute maître, c'est vrai que dans le dossier j'ai dit que je ne suis pas le tueur, mais la réalité c'est que c'est moi le tueur. L'avocat n'est pas tenu d'utiliser cette information. L'avocat plaide en fonction des éléments qu'il y a dans le dossier. Comme je vous dis, on ne demande pas à l'avocat son avis, on ne demande pas à l'avocat d'être moral, je ne sais pas moi, de trahir. On demande à l'avocat de plaider en fonction des éléments qu'il a. Si dans le dossier c'est écrit que le client déclare qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés, si c'est ce qu'il y a dans le dossier, l'avocat plaide l'acquittement, point. Même si le client lui a dit c'est moi qui ai tué. C'est ça qui c'est des choses qui sont compliquées que le Camerounais croit très simple. Il vient avec des posts Facebook, il dit. Je dis, si je suis chargé de défendre Nino de Nino, que je vois là, parce que il est accusé de viol sur Salomène. Il a violé Salomène. Salomène pense que c'est lui et il dit que ce n'est pas lui. Bon, dans le dossier, il a déclaré ce n'est pas moi. Il déclare qu'il a un alibi, machin, blablabla. Le dossier va chez le juge. On doit se retrouver au procès. La veille, il me dit, bon, Serge, c'est vrai que tu as assuré ma défense, mais je t'assure que c'est moi, Nino de Nino, qui ai violé Salomène. Moi, j'ai deux possibilités. Soit je continue de le défendre, et dans ce cas, je le défends en fonction de ce qu'il y a dans le dossier. C'est-à-dire que je maintiens son acquittement. C'est-à-dire qu'il est, pour moi, je dois défendre qu'il est innocent. C'est ce qui est dans le dossier. Si j'estime que l'information qu'il vient de me donner ne me permet pas moralement de continuer sa défense, je me dessaisis du dossier, je me dessaisis de l'affaire. Mais en aucun cas, je ne vais au tribunal dire que, écoutez, j'étais venu défendre Nino de Nino, innocent des accusations de viol contre Salomène, mais là, il m'a dit que c'est lui qui a violé, donc je suis obligé de vous le dire. Mais non, mais Jean de Dieu, Momo, Jean de Dieu, Jean de Dieu, Jean de Dieu, Jean de Dieu. Je vous dis, quand vous changez de camp, il y a ce qu'on appelle les invariants. Les principes restent les mêmes. Tu as le droit, à un moment donné, parce que tu as été dans l'opposition, tu en as eu marre de défendre tes convictions contre vents et marées, mais tu ne vas pas nous faire une mafeux. C'est-à-dire que tu défends une chose, et parce que tu es en face, tu commences à dire exactement le contraire de tout ce pourquoi tu t'es battu. Non. Je pense que tu as toujours eu un sens pour la justice. Et si tu es ministre délégué, c'est justement peut-être pour apporter cette contribution-là et non pas pour la bafouer. Donc, ces propos de toi m'avaient fait beaucoup mal. C'est porter un tort à la justice que d'avoir ce genre de proposition. La justice n'est pas là pour être émotive. La justice n'est pas là pour être émotive. Voilà. Elle est là pour trancher. La justice est là pour trancher. C'est pourquoi, vous voyez, il y a deux balances avec une épée au milieu. Le glaive, on appelle ça le glaive. Vous voyez, la justice, elle est représentée par deux bras de balance, par deux plateaux de balance, avec au milieu une glaive. La justice est là pour trancher. Elle est là pour trancher en fonction des éléments qui sont à sa connaissance. Voilà. Elle est là aussi pour chercher la vérité. Donc, le rôle d'un avocat, c'est de défendre les intérêts d'un client. Même si ces intérêts vont à l'encontre des principes moraux qui nous sont si chers. Qui nous sont si chers. Mais c'est comme ça. Donc, je dis ici à Kennedy et Jacha, le sage, Xavier Abel, ça me fait rire le mot valeureux combattant. Donc, Kennedy et Jacha, je sais que tu te décris comme ça, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu apprennes et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui te regardent. S'ils voient en toi le guide, il ne faudrait pas que tu les envoies au gouffre, il ne faudrait pas que tu les envoies au trou. Voilà. On peut attaquer Maurice Kamto sur plein de points, mais aller l'attaquer dessus, c'est minable. Ça revient aussi un peu comme ceux qui expliquaient que le code électoral que Maurice Kamto décrit au juge en tant qu'homme politique, c'est lui qui l'a écrit en tant qu'avocat. Mais c'est pas incompatible, hein, mon cher ami. Il a bien pu écrire ce code électoral. Admettons même qu'il a écrit le code électoral ou le code pénal. Admettons même. Code électoral, code pénal. Le rôle de Maurice Kamto est un cabinet d'avocats. Il reçoit comme client l'État camerounais, qu'il donne un cahier de charge, de lui écrire un code pénal avec un cahier de charge. Mon cher ami, le rôle de Maurice Kamto, c'est de se conformer au cahier de charge qui lui a été prescrit. Ce n'est pas d'écrire ce qu'il veut. Il n'a pas cette liberté. Moi, en tant qu'ingénieur, quand on travaille pour une société, on reçoit un cahier de charge.
On fournit une prestation qui est conforme au cahier des charges qu'on a reçu. On peut apporter des modifications, mais des modifications qui resteront dans l'intérêt du client et pas dans notre intérêt à nous. C'est-à-dire que si dans un cahier de charges, si dans un cahier de charges, il y a des choses que je trouve absurdes et que je voudrais revoir, je peux faire des propositions de modification au client. Mais c'est des modifications qui doivent être dans l'intérêt du client. Autrement dit, si Paul Biya décide de demander à Maurice Kamto de produire un code pénal qui est liberticide, Maurice Kamto ne peut pas décider de faire de ce code de faire un code pénal à sa sauce à lui. Non, il a reçu un cahier de charges. Il doit se conformer au cahier de charges. C'est Maurice Kamto en tant qu'avocat qui le rédige. Il peut bien le rédiger en tant qu'avocat et le combattre en tant qu'homme politique. C'est tout à fait logique. Et il n'y a qu'un givré du cerveau qui ne connaît ni la politique, ni le métier d'un avocat pour venir dire que c'est incompatible. Non, c'est tout à fait compatible. C'est tout à fait compatible. Moi, je suis ingénieur. J'ai une société, j'ai un bureau d'études qui est là pour designer, pour construire les ponts au Cameroun. J'ai un bureau d'études de génie civil qui construit les ponts au Cameroun. Sur un axe où il était préférable de mettre un pont 2 fois 2 voies. Je reçois un cahier de charges avec le financement pour un pont de 2 fois 1 voie de la part du gouvernement. Je trouve en tant que personne individuelle que ce n'est pas suffisant. Il aurait fallu 2 fois 1 voie. C'est ce qui était correct pour ce pont-là. Pour désengorger, pour limiter les bouchons, il fallait du 2 fois 2 voies, pardon. Là, on me demande de faire du 2 fois 1 voie. Ce qui aurait été bien, c'est un pont suspendu pour permettre la navigation fluviale en bas. Voilà. Mais bon, ils n'ont pas voulu parce que ça coûtait cher. Donc, on est obligé de mettre un pilier au milieu, ce qui limite la capacité des bateaux qui peuvent passer là. Ça, c'est ce que je vois en tant qu'ingénieur. Mais le cahier de charge me dit, tu me fais un pont 2 fois 1 voie avec pilier au milieu. Dans un pont qui est bas, ça ne peut pas être un pont suspendu. Ok. Ce n'est pas pratique, ma foi. C'est comme ça. Moi, en tant qu'ingénieur, c'est mon avis. Mais je dois fournir au client ce qu'il m'a demandé. Le client, c'est l'État camerounais. Donc, je lui fournis son fameux pont. Mais demain, je suis libre en tant que candidat à la présidentielle d'attaquer ce pont que moi-même j'ai construit. Et de dire que ce pont ne suffisait pas, ne réglait pas le problème. Je peux l'attaquer. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que je peux attaquer le pont en expliquant que non, ce pont ne règle pas le problème à cet endroit. Il y a des gens qui envoient des têtes de mort, je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, pourquoi on envoie une tête de mort? Sérieusement, il y a des gens qui envoient des têtes de mort. Je disais tantôt que je suis un bureau d'études de génie civil. Mais pourquoi c'est devenu obscur comme ça? C'est marrant, hein? Bon, c'est bizarre. Pas grave. On voit quand même ma tête. Donc, je suis un bureau d'études. Attendez, j'ai une autre solution peut-être. Voilà. Je disais tantôt que je suis un bureau d'études de construction en génie civil. On vient me commander un pont. Je fabrique le pont. Le lendemain, je suis candidat à la présidentielle ou à la mairie. Par exemple, le pont du Vouri, tiens, le pont du Vouri. Je suis candidat à la mairie de Douala Premier. Comme argument que j'ai, c'est de dire que le mec qui était là n'a rien foutu. Regardez le pont qu'il vous a offert. Vous n'avez pas venu me dire, mais Serge, tu es fou. Tu attaques le pont là alors que c'est toi qui as construit. Oui, c'est moi qui l'ai construit. Je l'ai construit avec un cahier de charges qu'on m'a donné, mec. Ce pont n'était pas correct. Il n'était pas conforme à ce qui était... Je veux dire, il ne respectait pas le besoin. Il n'était pas suffisant. Il n'était pas suffisant. Mais j'ai reçu un cahier de charges. J'ai livré le produit qu'on m'a demandé. On ne m'a pas demandé mon avis. On ne m'a pas demandé ce que je pense de la fonctionnalité du pont. On m'a dit, tu mets le pont là-bas, point. On m'a dit, voilà ce qu'on veut que tu mettes. Tu prends ça, tu mets là, point. Voilà. Ce qui aurait été bien à cet endroit, c'est qu'on ait 2 fois 2 voies. Pour qu'il n'y ait plus de bouchons entre Bonabéry et Deido. Bon, le gars a mis 1 fois 2 voies. Voilà. Ce qui aurait été si bien,
c'est qu'on a un pont suspendu qui permet à des gros navires de passer par là et peut-être aller, je ne sais pas moi, vers EDA, j'en sais rien. Mais on ne m'a pas donné l'argent pour ça. Dans le cabinet d'architecte que je commande, je lui demande de me faire des ponts avec des piliers, un pont moins cher. Voilà. Donc demain, quand je suis candidat à la mairie, je dis que ce pont, c'est un pont de merde. Vous n'avez pas me dire que, tu as construit ce pont, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas critiquer un pont que tu as construit. Bah non. J'ai reçu en tant que bureau d'études un cahier des charges et j'ai livré un produit qui était conforme au cahier des charges. Et je vous dis encore que même si je devais apporter des modifications, c'est soumis à la validation du client. Ça veut dire que je dis au client, écoute, man, ton pont là n'est pas adapté. Mets un pont suspendu. Un pont suspendu. Ce serait plus pratique et ça permet une meilleure navigation fluviale en dessous. Alors que ton pont là, il n'y a que des pirogues qui pourront passer en bas. Donc du coup, il y aura un problème de transport. C'est-à-dire que si tu mettais un pont suspendu, les gros navires pouvaient passer par là. Et même peut-être certains produits qui vont aider à n'auraient pas besoin de passer par le camion. Ça pourrait marcher sur Sanaga. J'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi. Ça pourrait... Donc, je raconte n'importe quoi. Là, je prends un exemple bête. Ben, je fais la suggestion. J'ai fait la suggestion. Non, mais on n'a pas dit encore. On ne vous demande pas de faire un ouvrage de mauvaise qualité. Je fais un ouvrage de bonne qualité, mais qui n'est pas adapté aux besoins. Tu ne comprends pas quoi là? En tant que cabinet, je ne peux pas faire un pont qui va tomber le lendemain. Il faut arrêter 2 secondes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis, si tu veux un pont, imaginons, il y a beaucoup de bouchons entre Bonabéry et Daido. Ma conviction, c'est qu'il faut mettre un pont 2 fois 2 voies, séparé par un terre-plein. Et moi, je reçois la commande d'un pont 2 fois 1 voie. Je trouve que ça ne répond pas aux besoins. Je fais quoi? Je fabrique le pont qu'on m'a demandé. Mais ça ne veut pas dire que le pont n'est vraiment pas de mauvaise qualité. Ça ne veut pas dire que le pont n'est vraiment pas de mauvaise qualité. Le pont n'est pas adapté aux besoins. Le pont n'est pas adapté aux besoins. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il est question. Mais ça ne veut pas dire que le pont est de mauvaise qualité. Donc c'est pas ce que j'ai dit. Je ne vais pas aller construire un pont pour qu'un camion tombe dessus. Oui, si le budget ne me permet pas de faire un pont en sécurité, je dois refuser. Ça, c'est vrai. Mais on n'est pas dans la même situation que Maurice Kamto. Il reçoit un cahier de charge. Il doit fournir une prestation conforme à ce cahier de charge. Le client en question, c'est qui? C'est Maurice Kamto, c'est Paul Biya. Ça veut donc dire que, admettons, Maurice Kamto en tant qu'être humain est contre la peine de mort. Mais il reçoit un code pénal où on lui demande de détailler des articles, des dispositions prévoyant la peine de mort. Voilà. Mais il a un cabinet d'avocats, mec. Il doit faire ce qu'on lui a demandé. Il doit rédiger ce code pénal. Maintenant, il est politicien. Mais il attaque l'État. Parce que si Maurice Kamto n'avait pas rédigé ce code pénal, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait rédigé. Ce n'est pas en refusant de le rédiger que le code pénal n'aurait jamais été modifié. Il faut pas être givré du cerveau. C'est-à-dire que si Paul Biya veut rédiger le code pénal, il veut mettre dedans que peine de mort pour celui qui va marcher à midi. Mais il peut consulter n'importe quel cabinet, il y en aura bien un qui va lui rédiger ça. C'est pas ça le problème. C'est pas parce que Maurice Kamto aurait refusé que ça aurait disparu du code pénal. Paul Biya aurait consulté quelqu'un d'autre. Maurice Kamto répond à cela. Il met bien ça dans le cahier. Et le lendemain, en tant qu'homme politique, il attaque ce code pénal en disant qu'il est liberticide. Il est dans un autre rôle que celui d'avocat. Et d'ailleurs, en tant qu'homme politique, il ne peut pas utiliser les secrets qu'il a eus en tant qu'avocat. Il est astreint à cela. Donc il ne peut pas, même s'il a défendu Paul Biya en tant que client, il ne peut pas utiliser les éléments qu'il a contre Paul Biya pour l'attaquer politiquement. Il ne peut pas. C'est très cadré, mes chers amis. C'est très cadré. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Donc, il n'est pas incompatible. Je ne sais pas si c'est lui qui a rédigé le code pénal, mais c'est un faux débat. Je ne sais pas si c'est lui qui a rédigé le code électoral, c'est aussi un faux débat. Le Maurice Kamto qui a rédigé le code électoral ou le code pénal était un avocat. Et un avocat, il fait quoi? Il sert son client avec déontologie et honnêteté et loyauté. Donc, si son client, c'est l'État camerounais, il doit être loyal à ce client. Ça veut donc dire qu'il doit répondre le maximum possible aux besoins de ce client. C'est tout. Le client ne lui demande pas ses convictions politiques. On ne demande pas ses convictions politiques. On lui dit, tu fais point. Et il apporte son expertise pour réaliser ce que le cahier de charge lui demande, c'est tout. On dit, il faut un pont. On dit, le pont doit avoir des piliers. Bah, la personne qui a rédigé, qui a demandé ça ne connaît pas les calculs de structure. C'est à moi d'apporter un pont avec des piliers qui respecte cela. Je veux un pont avec des piliers où un grumier peut passer. Où 20 grumiers peuvent passer.
Voilà. Je fais le calcul, un pont avec un grumier ou 20, avec un pont où 20 grumiers peuvent passer. C'est ce que je fais. Je leur livre cela. Maintenant, demain, je peux aller expliquer que oui, 20 grumiers peuvent passer, mais tu es là pour répondre aux besoins du client. Tu n'es pas là pour donner ton avis. Tu es là pour apporter ton expertise pour répondre aux besoins du client. Si on vient te consulter en tant qu'avocat, c'est parce que tu es expert. Si on vient me consulter en tant qu'ingénieur, c'est parce que je suis expert dans mon domaine. On ne me demande pas mon avis, on me demande mon expertise. C'est tout. On ne me demande pas ce que je pense. Est-ce que... Mais voilà, quelqu'un peut bien être contre le nucléaire et travailler dans le nucléaire. En tant qu'ingénieur. J'en ai vu beaucoup qui sont contre le nucléaire, mais qui travaillent dans le nucléaire. En tant qu'ingénieur. Parce qu'ils apportent leur expertise pour un domaine pour lequel ils ne sont pas d'accord. Mais on ne demande pas d'être d'accord ou pas. On lui demande d'apporter son expertise, point. Il ferme ta gueule après. On ne te demande pas ta conviction politique. Quand moi je viens travailler le matin, on n'a pas besoin de savoir mes convictions politiques. On me demande d'apporter mon expertise. C'est tout ce qu'on me demande. Rien de plus. Et c'est ce qui est demandé à un avocat. C'est pas parce que Maurice Kamto défend Obiang Nguema que ça dit que c'est son ami, que ça dit qu'il aime Obiang Nguema, que ça dit qu'il soutient la politique de Obiang Nguema. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il défend Obiang Nguema parce que c'est son client, point. Il défend l'État guinéen parce que c'est son client, point. Il n'est pas là, ça n'a rien à voir le fait qu'il soutient la politique d'Obiang Nguema, ça n'a rien à voir. C'est des débiles que d'avoir ce genre de réflexion. Donc demain là, on me consulte pour construire une centrale thermique, je ne sais pas moi, où à Tchang. On dit, certes, tu es ingénieur en énergétique, on voudrait ton avis. Et c'est Paul Biya qui me missionne. Vous pensez que si je participe à ce projet, ça veut dire que je suis sardinard? Vous êtes normaux dans votre cerveau? Si je participe à un tel projet, ça veut dire que je suis devenu sardinard? Non. J'ai un domaine, j'ai une expertise dans un domaine. Je suis consulté pour faire valoir cette expertise. Je ne suis pas là pour donner mon avis politique. Ce n'est pas mon avis politique qui est demandé. C'est mon expert, c'est mon avis en tant qu'expert qui est demandé. Et ce n'est que ça que je dois fournir. Un homosexuel qui va dans un cabinet d'avocat, même si celui-ci est homophobe, dit « Je suis attaqué comme ça, comme ça. Comment je peux me défendre ?» Il ne demande pas à l'avocat s'il est pour l'homosexualité. Il n'a pas demandé ça à l'avocat. Il a demandé à l'avocat, il a sollicité l'expertise de l'avocat pour mieux se défendre. L'avocat doit aller dans le code pénal, chercher les dispositions qui permettent à cet homosexuel de se défendre, même s'il a le macabo de l'homosexuel. C'est ça qu'on doit dissocier l'homme professionnel avec l'homme privé. C'est ce que votre cerveau n'arrive pas à faire. Vous mélangez tout là-dedans. Vous mélangez tout. Parce qu'il y a le tarot là-dedans. Il y a le tarot dans votre cerveau. Parce que vous ne cherchez jamais à creuser. C'est une affaire très compliquée que j'essaie de vous expliquer avec mes connaissances juridiques qui sont limitées, bien sûr. Qui sont très limitées. Je ne suis pas un juriste. Mais j'essaie déjà, j'ai déjà essayé à ma façon de vous montrer que ce n'est pas si simple que ça, les gars. Ce n'est pas si simple. Croyez-moi, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et gardez-vous souvent d'avoir ce genre de comportement de gamin qui venait sur une affaire compliquée. Vous pouvez être contre Maurice Kamto et reconnaître qu'il a le droit de défendre Obiang Nguema et de combattre Paul Biya. Je n'ai pas besoin de ça pour attaquer Maurice Kamto. Pour attaquer Maurice Kamto, il existe plusieurs autres façons de pouvoir l'attaquer. Mais il n'y a pas besoin d'aller à ce niveau-là. C'est parfaitement cohérent. Vous pouvez attaquer Maurice Kamto sur sa politique et rien que sur sa politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa politique? Ça suppose que vous l'avez élu. Venez dire qu'il combat le code électoral que lui-même il a écrit. Je ne crois pas que ce soit lui qui l'a écrit. Et même si c'était lui qui l'avait écrit, c'est tout à fait indiqué. Parce que parfois, le rôle d'un avocat, c'est quoi? C'est de faire passer un engagement privé en engagement général. C'est-à-dire que là où le métier de l'avocat et le métier du politique se rejoignent, c'est que parfois, l'avocat demande une modification de la loi. Parce qu'il trouve la loi injuste. Et pour faire modifier la loi, c'est le politique qui intervient. C'est le politique qui intervient. Donc, un avocat peut estimer que... Un avocat peut s'engager politiquement pour modifier une loi pour laquelle il est contre. Le code électoral, Maurice Kamto peut l'avoir rédigé en tant qu'avocat et trouver que non, ça c'est l'arnaque. Il le rédige parce que c'est le client qui lui a demandé. Le client, c'est l'État camerounais. Il ne peut pas faire autre chose que de lui fournir une prestation qui correspond à ce qu'il a attendu. Maintenant, il devient politicien pour la combattre. C'est parfaitement logique pour moi. Mais pour un cerveau rempli de tarot, c'est pas logique. Parce que le cerveau qui a le tarot là-dedans ne connaît pas la logique. Il ne connaît pas. Arrêtez de... Il va falloir qu'on détaroifie vos cerveaux là en fait. Donc je ne veux plus des débats à la con comme ça les gars. Combattez Maurice Kamto sur le plan politique.
Combattez l'attitude de leurs talibans avec leurs actions. Mais n'utilisez pas des prétextes à la con. C'est dérisoire, c'est minable. Voilà. Vous n'avez pas besoin de ça pour combattre Maurice Kamto. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Vous voyez, un direct où je ne dis pas de votre matière, où je n'attaque personne, où je ne traite personne de... On voit que ça n'a pas eu de succès. Le pic, 150 personnes maximum dans ce direct. Vous voyez que vous aimez en fait quand je castagne. Parce que vous venez là, quand vous voyez que Serge parle posément d'un sujet technique, ça ne vous intéresse pas. Et c'est les mêmes personnes qui ont fui ce direct qui vont retourner demain dans un autre poste raconter des conneries. En disant qu'un avocat ne peut pas défendre Obiang Guéma et combattre Paul Biya en France, au Cameroun. Si. Vous pouvez défendre un violeur dans un dossier et une victime de viol dans un autre dossier. Et dans les deux cas, dans un cas, vous demandez la peine de mort pour l'autre, et dans l'autre cas, vous demandez l'acquittement. C'est fou, hein. C'est ça le rôle d'un avocat. C'est de plaider pour l'intérêt du client en fonction des éléments du dossier. Donc, je rappelle ici à Jean de Diomomo qu'un avocat, même s'il connaît que le gars est un criminel, si dans le dossier, il n'y a rien qui dit cela, et que le client dans le dossier a déclaré qu'il est innocent, tu plaides son innocence et tu plaides son acquittement. Point. Ton rôle, c'est de plaider pour l'intérêt de ton client. Il y a des avocats qui ont plaidé l'acquittement, alors qu'ils auraient conseillé le client de dire, bon, gars, plaide, dis que tu es coupable et j'essaie de réduire la peine. Le gars dit, non, je suis innocent. Tu conseilles le client, mais à la fin, ce que tu dois faire, c'est ce que veut le client. Point. Il y a des avocats qui sont allés voir leur client pour dire, bon, l'affaire, si ça sent le roussi, avoue que c'est toi qui l'as fait. Et j'essaie de réduire la peine au maximum. Ça va me faciliter. Si tu avoues, j'ai plus de marge de manœuvre. Là où tu me demandes d'aller plaider l'acquittement, là, c'est très compliqué. Je n'ai rien pour défendre l'acquittement. Tout est contre toi. Il y a l'ADN, il y a la déclaration, il y a ci, il y a ça. J'ai rien dans le dossier pour plaider l'acquittement. Et tu as le client qui dit, vas-y, plaide l'acquittement. Et derrière, il reçoit la peine de mort. Voilà. Ce n'est pas la faute de l'avocat. L'avocat a fait au maximum de ce que lui a demandé le client. Donc, c'est pour ça que je vous dis, apprenez parfois sur un certain type de sujet à creuser. À creuser plutôt que d'avoir des avis aussi simples, aussi faciles. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Si au départ, donc je vous invite à repartager le direct pour qu'il y ait un maximum de personnes qui apprennent et qui s'édifient. C'est très important, les gars. Il faut parfois réveiller votre mémoire. Je vous ai donné des cours de dissertation ici l'autre jour. Et je vais repartager les posts sur la dissertation sur mon mur. Allez là-bas lire. La dissertation, ce n'est pas pour avoir les notes. C'est l'art de réfléchir, l'art de creuser en profondeur une question. Et ça, c'est même un direct que si j'avais vraiment préparé correctement, en me basant sur des références avec les citations, j'aurais pu vous faire quelque chose de très beau. Mais moi, je le fais que dans ma voiture. Mais vous avez compris en fait que ce n'est pas simple. Mais qu'il ne faut pas confondre l'avocat à la personne. L'avocat n'a rien à voir avec la personne. L'avocat, c'est procédure au regard du dossier et le code pénal, point. Ce n'est pas son avis qu'on demande. Ce n'est pas son avis. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qui est dit. On ne demande pas mon avis. On te demande mon expertise, ton avis d'expert. C'est quoi ton avis d'expert ici? Est-ce que j'ai des angles d'attaque? Oui, toi, en tant qu'avocat, si tu connais les angles d'attaque, tu dois lui donner à ton client. Même si ce que ton client a fait qu'on te heurte, tu dois défendre ses intérêts. Parce qu'il a des droits. Et que tu es là pour ça. Tu as fait serment, loyauté, indépendance. Indépendance, ça veut dire que tu ne dois pas être dicté par tes convictions morales. Si tu es quelqu'un de sensible, qui a d'attaché à des principes, par exemple, si tu es quelqu'un qui est attaché à des principes villageoises, tu ne peux pas être avocat. Parce que demain, si on te demande d'aller défendre une pute, tu vas pas aller dire que dans ma tradition, c'est interdit. Tu n'es plus indépendant et donc tu violes gravement ce serment-là. Tu dois être radié immédiatement. C'est une violation grave de ce serment. Tu dois être indépendant. Tu ne dois subir aucun type de pression que ce soit. Aucun. C'est ce qui est attendu de l'avocat. Donc, c'est compatible avec la politique. Parce que l'avocat, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'avocat, il défend toujours les intérêts d'un particulier, d'une personne privée. Et le rôle d'un politique, c'est dans l'ensemble de défendre les intérêts généraux. Les deux, ils ont en commun de porter des voix. L'avocat, c'est quelqu'un qui a un talent oratoire. Pour être avocat, il faut avoir un talent oratoire. Pour être un politicien, il faut aussi avoir un talent oratoire.
Les deux sont compatibles. Voilà. Un avocat, parce que dans le cadre de son expérience en tant qu'avocat, peut avoir vu des failles dans la loi et décider de devenir politique pour améliorer cela, apporter son expertise. Il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent qu'il ne faut pas mélanger les deux. En France, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compatible, les Jean-François Copé, Rachida Dati et tous ces gens-là, les Barack Obama. Mais il y a d'autres personnes qui sont foncièrement attachées à des principes judiciaires qu'il ne faut pas mélanger. Par exemple, Maître Éric Dupond-Moretti est contre le fait que des avocats se retrouvent en train de faire la politique ou que les politiciens deviennent des avocats. Il est vachement et farouchement opposé à cela. Parce qu'il dit que ça crée un conflit d'intérêts. Il y a des avis. Il y a des avis. Il faut creuser, les gars. Creuser. Très important, les gars. Voilà. Merci beaucoup. C'était tout pour ce soir. Si vous avez partagé, vous pouvez encore repartager. Même si vous avez partagé dans tous vos groupes, repartagez encore parce qu'il s'agit d'éduquer les Camerounais et que la clé du changement au Cameroun, ce sera l'éducation. Ce n'est pas tous les conneries qu'on fait, ce n'est pas contre Paul Biya, ce n'est pas pour Maurice Kamto. On met Maurice Kamto au pouvoir avec les cerveaux qui sont disponibles au Cameroun actuellement. On va se retrouver avec un pays de merde aussi. On aura toujours un pays de merde. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai assez expliqué. J'espère que je vous ai assez expliqué. Voilà. Moi, je vais arrêter le direct et je m'en vais. Bonne soirée à vous et éventuellement à demain pour une autre fessée. Je vous souhaite une très bonne soirée, mes chers amis. Et ne rappelez pas, je ne sais pas si Platini est dans ce direct. Il faut qu'il balance ça sur YouTube, bien entendu, comme d'habitude. Hein. Attends, je vais l'appeler pour savoir. Il balance ça sur YouTube comme d'hab. Bien. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.